Premier cas clinique court. Un homme de 35 ans sans antécédent consulte aux urgences pour une douleur thoracique évoluant depuis 3 jours, permanente. Il s'agit du premier épisode de ce type. Première question. Quels éléments de l'interrogatoire pourraient vous orienter vers un infarctus du myocarde ou une cause coronarienne à cette douleur? Il faut environ 10 minutes pour répondre à cette question.
Donc pour répondre à cette question, dans l'ordre, on commence par les arguments de terrain. Donc avant de penser à une origine coronarienne cardiovasculaire pour une douleur thoracique, en général, les patients qui en souffrent ont un terrain prédisposant, ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc il faut les rechercher à l'interrogatoire. Le premier d'entre eux, le plus important, c'est le tabagisme, actif ou passif, qu'on compte en paquet année. Deuxième, plus important, l'hypertension artérielle, systolique ou diastolique, qu'elle soit traitée ou non. Ensuite, autre facteur de risque très important, le diabète, qu'il soit insulino ou non insulino-dépendant. Les autres facteurs de risque un tout petit peu moins importants, les dyslipidémies, l'hypercholestérolémie, en particulier l'hyper-LDL-cholestérolémie ou une hypo-HDL-cholestérolémie. Autre facteur de risque cardiovasculaire, c'est maintenant avéré la surcharge pondérale. Tous ces facteurs de risque cardiovasculaire-là, on peut les traiter, on dit qu'ils sont curables. Les autres facteurs de risque à rechercher, non curables en particulier, c'est le sexe et l'âge. Sexe masculin plus prédisposé que le sexe féminin, et l'âge un petit peu élevé, aux alentours de 50 ans pour les hommes. Il faut aussi rechercher des antécédents familiaux cardiovasculaires. Après les arguments de terrain, on va chercher des arguments cliniques. Donc là, en faveur d'un infarctus ou d'une cause coronaire, il faut rechercher des arguments pour une angine de poitrine, une douleur angineuse. Donc typiquement, cette douleur est rétrosternale, en barre, non mammaire. Elle irradie dans les bras, dans le cou, dans la mâchoire. Elle peut aussi irradier dans le dos. Et en général, cette douleur est compressive. Les patients se plaignent, ils ont l'impression d'avoir un étau qui leur serre la poitrine. Après les irradiations et le type de la douleur, il faut rechercher les arguments en faveur d'une cause ischémique. Là, c'est le mode de survenue. En général, les douleurs apparaissent d'abord à l'effort, puis au repos, et ensuite deviennent très nitro-résistantes. Lorsque les douleurs apparaissent à l'effort, on parle d'angor d'effort. En général, c'est un angor stable. Les douleurs disparaissent à l'arrêt de l'effort ou à la prise de trinitrine. Lorsqu'elles apparaissent pour des efforts de plus en plus modérés ou au repos, on parle d'angor instable ou de syndrome coronaire aigu. Les derniers arguments qu'il faudra rechercher sont les arguments à l'électrocardiogramme, rechercher une anomalie de type ischémique, des anomalies de la repolarisation, de l'onde T ou du segment ST, avec une inversion des ondes T ou une hyperpositivation, un sous-décalage du segment ST ou un sus-décalage du segment ST. Deuxième question pour laquelle il faut aussi 10 minutes, quel bilan prescrivez-vous ?
Donc on est devant un patient jeune avec une douleur thoracique. On va essayer d'éliminer toutes les causes possibles et imaginables, en particulier l'infarctus du myocarde, la péricardite aiguë, l'embolie pulmonaire et le pneumothorax, qui sont les causes principales chez un sujet jeune de douleur thoracique. Donc les premiers examens à prescrire sont les examens biologiques. Donc on commence toujours par un bilan standard avec ionogramme sanguin, fonction rénale, urée, créatinine, numération formule sanguine et plaquettes qui vont nous servir avant un éventuel traitement anticoagulant en cas de syndrome coronaire aigu ou d'embolie pulmonaire. À la numération formule sanguine, on va chercher une hyperleucocytose, marqueur de l'inflammation qui pourra nous orienter vers une péricardite par exemple. Examen très important, la troponine, qu'il faudra doser de manière répétée et comparative, puisqu'elle peut s'élever à partir de la 3e heure dans les syndromes coronaires aigus. Donc en cas de forte positivité, plutôt une cause ischémique, elle peut être légèrement élevée dans l'embolie pulmonaire massive. Par contre, dans le pneumothorax et dans la péricardite, elle sera négative, sauf en cas de myocardite associée. Bilan hépatique complet qui peut être aussi altéré dans les grandes causes de douleur thoracique avec atteinte du VD, comme dans l'embolie pulmonaire. Dans l'embolie pulmonaire, justement, en cas de faible probabilité, de faible argument clinique, on doit doser les dédimères qui seront forcément élevés. S'ils sont négatifs, on élimine a priori une embolie pulmonaire. Il faudra également faire des gaz du sang au moindre doute pour rechercher un effet shunt. Enfin, au niveau biologique toujours, dosage de la CRP, marqueur de l'inflammation biologique, qu'il faudra aussi répéter à titre comparatif, qui peut être élevé dans toutes les causes de douleur thoracique, mais il est plus élevé dans les causes infectieuses, comme dans la péricardite. Ensuite, les examens non biologiques. Donc, il y en a 3 qu'il faut faire systématiquement. Une radio pulmonaire de face et profil, qui va vous permettre de rechercher une cardiomégalie, une insuffisance cardiaque, un pneumothorax, des signes en faveur d'une embolie pulmonaire, etc., etc. L'électrocardiogramme de repos, paire critique si possible, qui va permettre de rechercher les fameuses anomalies de la repolarisation de l'onde T et du ST qu'on aura dans les syndromes coronaires aigus, des signes en faveur d'une péricardite. Dans le cas d'un pneumothorax ou d'une embolie pulmonaire, on pourra rechercher des signes de cœur pulmonaire aigu, atteinte du ventricule et de l'oreillette droite, donc une hypertrophie de l'oreillette droite, du ventricule droit, une tachycardie sinusale, un bloc de branche droit complet, incomplet, une déviation axiale droite. Autre examen très important qui pourra quasiment à lui seul faire le diagnostic en cas de normalité de tous les autres examens, c'est l'échographie cardiaque transthoracique, le plus rapidement possible. Elle va permettre de détecter un épanchement péricardique pour la péricardite aiguë, une dilatation du ventricule droit avec une HTAP dans le cadre de l'embolie pulmonaire ou du pneumothorax important. Et dans le cadre de la cardiopathie ischémique, elle va permettre de rechercher des troubles de la cinétique segmentaire, voire globale, une hypokinésie, une altération de la fraction d'éjection. Question suivante, 10 minutes également. Interprétez son électrocardiogramme et quel est votre diagnostic?
Donc, comme à chaque fois pour l'interprétation de l'électrocardiogramme, on va aller dans l'ordre avant de se jeter sur le diagnostic qui ici peut paraître évident. Donc d'abord dire si le rythme est sinusal et régulier. Donc on garde en V1 par exemple, on a une onde P qui est présente avant tous les QRS. Tous les QRS sont précédés d'une onde P. Donc il s'agit bien d'un rythme sinusal, les ondes P sont bien visibles en D2. Ensuite voir si le rythme est régulier, c'est apparemment le cas. On regarde sur la cadence ventriculaire. Rythme sinusal et régulier. Ensuite la fréquence cardiaque, 300, 150, 100, à peu près 100 par minute. Donc une tachycardie régulière sinusale. Ensuite, la morphologie des ondes P. Elles ne sont pas élevées en D2, elles ne sont pas non plus trop larges en V1, donc des ondes P normales. On regarde ensuite le segment PR, l'espace PR, voir s'il y a un bloc auriculo-ventriculaire. Il est normal, on voit bien qu'il est inférieur à 0,20 secondes. Par contre, ce qu'on peut noter d'emblée, en particulier en D2, c'est le sous-décalage du segment PR, qui est sous la ligne isoélectrique. On a également cette anomalie de manière assez franche dans les dérivations latérales. Ensuite, les QRS, ils sont larges, ils sont fins, il n'y a pas de bloc de branche, il n'y a pas d'onde Q, en dehors d'une peut-être une micro-onde Q non systématisée. Et enfin, la repolarisation, on note un sus-décalage du segment ST englobant l'onde T, surtout dans les dérivations apicolatérales. Ce qui est important de préciser tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de sous-décalage dans les dérivations opposées. Donc en ce qui concerne l'interprétation électrocardiogramme, le rythme est sinusal et régulier rapide à 100 par minute, donc tachycardie sinusale. Un axe légèrement dévié à gauche, sans bloc de branche gauche, donc a priori un hémibloc antérieur gauche. Les ondes P sont normales, il y a un sous-décalage du segment PQ ou PR qui est diffus, et il y a un sus-décalage du segment ST à concavité supérieure, contrairement à l'infarctus du myocarde où il est à concavité inférieure. Ce sus-décalage, il est non systématisé, il est diffus et sans miroir. Donc le seul diagnostic à évoquer chez un sujet jeune, sans facteur de risque cardiovasculaire, sans argument à énoncer pour une douleur coronarienne, et devant l'association d'un sous-décalage du PQ et d'un sus-décalage diffus du ST sans miroir, et celui de péricardite aiguë. Donc ici sur cette diapositive, on reprend tous les éléments électrocardiographiques qui peuvent aider à faire le diagnostic dans l'ordre d'apparition et de disparition. En général, le rythme est toujours sinusal, sauf s'il y a un épanchement péricardique abondant, par exemple dans la tamponade, où il peut y avoir d'abord une tachycardie importante, puis des troubles du rythme supraventriculaire. Le premier signe qui apparaît, qui est rare mais qui est pathognomonique de cette maladie, c'est le sous-décalage du segment PQ par rapport à la ligne isoélectrique. Ensuite, le sus-décalage du segment ST, à concavité supérieure, contrairement à celui de l'infarctus du myocarde, qui est diffus et sans effet miroir. Donc, tout ça, c'est pour faire le diagnostic différentiel. Le microvoltage, donc une amplitude diminuée des QRS, ne se verra qu'en cas d'épanchement liquidien abondant. Les anomalies de la repolarisation auront tendance à s'amender au fil des semaines. La radiothorax d'un patient atteint d'épanchement péricardique abondant. On note tout de suite une cardiomégalie, puisque l'index cardiothoracique est largement supérieur à 0,5. Cette cardiomégalie avec un comblement de l'arc moyen gauche. Et cette cardiomégalie chez un patient ayant un cœur a priori normal n'est pas expliquée par de l'insuffisance cardiaque, c'est simplement par de l'épanchement dans le péricarde. Il faudra répéter ces radiothorax tous les jours pour voir si le cœur a tendance à augmenter de volume. En cas d'augmentation rapide de la taille et de la silhouette cardiaque, donc l'épanchement a l'air de plus en plus abondant, il pourrait être compressif. Donc là, il faut bien sûr faire une échographie cardiaque le plus rapidement possible pour éventuellement drainer cet épanchement. À l'échographie cardiaque transthoracique, on a ici deux images, ici une coupe parasternale grand axe et ici une coupe apicale et 4 cavités. Sur la parasternale grand axe, la sonde d'échographie est ici. Ici, on a le ventricule droit, ici le ventricule gauche, l'aorte, l'oreillette gauche, la valve aortique et la valve mitrale. Tout autour du cœur, on voit cette zone hypoéchogène qui correspond à un épanchement liquidien dans le péricarde. Pour l'instant, cet épanchement n'est pas très important. La même image sur une coupe apicale et 4 cavités, la sonde est toujours ici, la pointe du ventricule gauche, le septum interventriculaire, la paroi latérale inférieure, les piliers et les cordages de la mitrale, la valve mitrale, l'oreillette gauche, ici le ventricule droit qui est de taille normale, l'oreillette droite qui est de taille normale. On voit de manière circonférentielle tout autour du cœur, devant les cavités droites, en arrière de l'oreillette droite et devant les cavités gauches. De nouveau cette image hypoéchogène qui traduit un épanchement péricardique. Les étiologies principales qu'il faudra rechercher, a priori pas au premier épisode, mais en cas de récidive précoce. Les causes habituelles sont virales, médicales, virales. Les virus les plus importants sont le virus Coxsackie et le virus Greppo. On ne les recherche jamais en cas de premier épisode. En cas de deuxième épisode ou de mauvaise tolérance, de myocardite associée, on pourra discuter un bilan étiologique avec un prélèvement viral plus complet.
Les autres causes, l'insuffisance rénale, l'épanchement péricardique peut être dû à l'hyperurémie. Il peut permettre de révéler une néoplasie dans 5% des cas. Les autres causes un peu plus rares, on peut avoir une péricardite aiguë dans l'infarctus du myocarde, on peut avoir une péricardite un peu plus retardée, ce qu'on appelle le syndrome de Dressler, classiquement 1 mois après l'infarctus. Les autres causes beaucoup plus rares, péricardite tuberculeuse, donc là on a un contexte en général vraiment favorisant. Post-radiothérapie, on va revoir après, le myxœdème, dans l'hypothyroïdie, il peut y avoir un épanchement péricardique modéré chronique, et enfin dans la dissection aortique, il peut y avoir un épanchement sanglant de la plèvre. Les autres maladies pouvant également se traduire par un épanchement péricardique, les maladies de système, en particulier le lupus érythémateux disséminé et la maladie de Steele. Question suivante, 10 minutes également, quel traitement débutez-vous ?
Donc chez ce patient jeune, a priori compliant au traitement, sans signe de gravité à l'examen clinique et dans l'énoncé, l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Par contre, s'il rentre chez lui, il faudra bien lui expliquer de revenir consulter et de venir passer une échographie cardiaque et un électrocardiogramme de contrôle à 1 semaine et 15 jours environ, puis à 1 mois à l'arrêt du traitement. Si tout va bien, si le patient est guéri de ce premier épanchement, il n'aura pas besoin de suivi systématique. S'il a de nouveau un épanchement péricardique, si les douleurs ne disparaissent pas complètement sous traitement, il faudra faire un bilan un peu plus poussé. Donc, pas d'hospitalisation, dans ce cas, un traitement ambulatoire. Le traitement consiste d'abord, avec des choses simples, le repos strict au lit, le temps que la fatigue persiste. Il faudra également donc un arrêt de travail. Traiter l'épanchement péricardique, l'inflammation par les anti-inflammatoires. Donc là, on peut utiliser plusieurs traitements. Le premier, celui qui est classiquement utilisé en première intention, c'est l'aspirine à dose anti-inflammatoire, 3 grammes par jour. En général, on donne 3 grammes pendant 10 jours, puis 2 grammes pendant 10 jours, puis 1 gramme pendant 10 jours. Ça permet une décroissance progressive. D'autres antalgiques, si les anti-inflammatoires ne suffisent pas à calmer la douleur, par exemple du paracétamol. Et certains utiliseront des anti-inflammatoires non stéroïdiens en première intention à la place de l'aspirine. Le traitement est normalement pour 1 mois. Les mesures associées, sous anti-inflammatoires au long cours, ne pas hésiter à prescrire un protecteur gastrique, un inhibiteur de la pompe à protons pour éviter l'ulcère. La surveillance, elle se fait donc en consultation, à J7, J15 et à 1 mois, un électrocardiogramme, un examen clinique complet, s'assurer de la disparition des douleurs, et une échographie cardiaque transthoracique pour s'assurer de la disparition de l'épanchement. Lors des dernières recommandations pour le traitement de la péricardite, on signale que l'association de colchicine avec l'aspirine dès le premier épisode, à la dose de 1 comprimé par jour, peut permettre de diminuer le taux de récidive. Donc de plus en plus, les patients sont traités en première intention par aspirine et colchicine pendant 1 mois. Donc dernière question, les complications redoutées dans cette pathologie, il faut environ 5 minutes pour répondre à cette question.
Donc la première complication, c'est la récidive. Dans 15% des cas environ, elle est favorisée par le traitement par corticoïdes, qu'on n'utilise donc jamais en première intention. Le traitement par corticoïdes pour traiter les péricardites aiguës ne sera à réserver qu'aux patients ayant une intolérance ou une contre-indication formelle aux anti-inflammatoires. Autre complication beaucoup plus grave, la tamponnade, qu'on va revoir juste après. Donc l'épanchement devient abondant, il commence à comprimer les cavités cardiaques, en particulier les cavités droites, et empêche leur fonctionnement normal. Donc là, le traitement est chirurgical, urgent, le drainage de l'épanchement péricardique. Autre complication, la péricardite chronique constrictive. Très rare. Elle suit en général les péricardites tuberculoses et les péricardites post-radiques. Donc il s'agit d'un excès de cicatrisation au niveau du péricarde qui donc va être rigide et va empêcher le fonctionnement normal des cavités cardiaques, en particulier du ventricule droit. Responsable d'insuffisance cardiaque chronique. Là aussi, le traitement est chirurgical. Il faudra décortiquer le péricarde. C'est une intervention lourde qui donne de mauvais résultats. Et enfin, dernière complication, la myocardite associée. On parle alors de myopéricardite. L'inflammation atteint non seulement l'enveloppe du cœur, le péricarde, mais également le muscle cardiaque, le myocarde. Donc là, le tableau est beaucoup plus grave. Il peut y avoir de l'insuffisance cardiaque gauche aiguë, une douleur thoracique angineuse, avec une élévation associée de la troponine. Alors, lorsqu'on a une douleur thoracique avec un sus-décalage du ST et une élévation de la troponine, il faut tout de suite penser au syndrome coronaire aigu. Donc chez ces patients, le meilleur examen pour le diagnostic, c'est l'IRM, mais si on ne peut pas l'avoir rapidement, il ne faut pas hésiter à faire une coronarographie afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'infarctus en voie de constitution. Ici, un scanner cardiaque, avec ici donc une coupe sur les vertèbres, l'avant et l'arrière. Ici, on a le cœur, le ventricule gauche, avec tout autour un épanchement liquidien abondant. Donc sur l'image du bas, on voit beaucoup plus nettement un épanchement péricardique abondant, légèrement hyperdense, probablement compressif sur les cavités cardiaques gauches. La tamponnade maintenant, donc liquide abondant dans le péricarde, qui devient compressif et qui va gêner le fonctionnement du ventricule droit. Une coupe d'échographie toujours appliquée à des 4 cavités avec la sonde d'échographie qui se trouverait par ici. Ici le ventricule gauche et ici le ventricule droit. Donc on voit tout de suite que le ventricule droit a une taille beaucoup plus petite que le ventricule gauche, que devant lui se trouve un épanchement liquidien abondant qui commence à comprimer. On voit ici un petit collapsus du ventricule droit. Donc la compression donne un mauvais remplissage et forcément une mauvaise éjection. Donc il va y avoir une adiastolie, une absence de diastole, absence de remplissage du VD. Donc des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Le seul traitement, c'est le drainage chirurgical. Enfin, dernière image, un scanner cardiaque d'un patient atteint de péricardite chronique constrictive. On voit ici des calcifications très importantes en coque du péricarde qui sont disséminées et qui sont séquelaires donc d'une réaction inflammatoire exagérée au décours d'une péricardite aiguë, par exemple tuberculose, ou qui peuvent être dues à une radiothérapie médiastinale. Donc ces coques calciques vont empêcher le glissement du ventricule par rapport au péricarde, vont empêcher le remplissage du ventricule gauche et du ventricule droit. On aura également une adiastolie avec un flux mitral restrictif à l'échographie cardiaque. Le seul traitement, c'est de retirer ces coques calciques en chirurgie cardiaque, si c'est possible, avec donc toujours de mauvais résultats et le risque d'insuffisance cardiaque droite réfractaire. En conclusion sur ce dossier, il faut savoir faire par des examens complémentaires simples, biologiques, radiologiques et surtout l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, la part des choses entre différentes causes possibles de douleurs thoraciques, surtout chez un sujet jeune. En ce qui concerne la péricardite en elle-même, c'est une question très importante du programme. Il faut connaître les indications au traitement ambulatoire et les indications au traitement en hospitalisation, bien connaître les nouvelles recommandations en ce qui concerne le traitement de la crise avec l'association de la colchicine et de l'aspirine en première intention pour éviter les récidives, et surtout bien connaître les complications, surtout la myocardite associée qui est de plus en plus importante. On en fait de plus en plus ce diagnostic grâce aux nouvelles techniques d'imagerie, l'IRM. Donc vraiment, j'insiste beaucoup sur ce point. La myocardite associée, diagnostic différentiel de l'infarctus du myocarde chez le sujet jeune.